ravi d'avoir l'occasion de parler de robots aujourd'hui. Je vais effectivement vous parler de robots qu'on appelle parfois les robots personnels et qui résonnent avec un certain nombre des robots qu'on peut avoir dans notre imaginaire ou qu'on peut regarder dans les films ou lire dans les romans qui traitent de robotique. Mais le message principal que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est d'essayer justement, comme Anthony l'expliquait au départ, de mieux articuler la science et la fiction, qui sont très souvent mélangées de manière pas très claire dans l'esprit de beaucoup de gens, dans les médias, et y compris dans l'esprit d'un certain nombre de chercheurs. Alors tout d'abord, je suis ravi que Jean-Claude ait fait la présentation qu'il ait faite parce qu'elle s'articule très bien avec le début de la mienne. Je vais faire un bref rappel historique, beaucoup moins long et qui va beaucoup moins loin dans le passé sur le développement des robots. Alors bon, on a vu beaucoup avec Jean-Claude de la préhistoire culturelle de la robotique. On pourrait dire que la préhistoire technique, elle a effectivement commencé avec des gens comme Vaucanson ou Jacquet de Rose, où il y a aussi des ingénieurs japonais qui, au XVIIIe et XIXe siècle, ont aussi développé un certain nombre d'automates. Mais effectivement, les premiers vrais robots ont commencé, on va dire, au milieu du XXe siècle, en même temps que l'invention de l'ordinateur. Et c'est pour ça que peut-être comme date de référence pour essayer de se repérer dans l'évolution des robots, eh bien on peut avoir une date qui les repérait pas par rapport à une date après le Christ, after Christ, mais after computer, et en particulier après l'invention de l'ordinateur qui a été faite par plusieurs personnes en même temps, mais en particulier à laquelle a contribué quelqu'un d'une extrême importance scientifique et sociétale et pour l'humanité, qui est Alan Turing. Et qui non seulement a été l'un des inventeurs de l'ordinateur, mais aussi l'un des inventeurs de l'intelligence artificielle. Et également l'un des inventeurs de la vie artificielle, ce que souvent on sait moins. C'est probablement quelqu'un, d'un point de vue scientifique, qui a l'importance d'un Newton, d'un Galilée ou d'un Einstein. Et si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais lu de livre sur sa vie ou bien sur son œuvre, je vous encourage très fortement à le faire. Connaître son œuvre devrait faire partie de la culture générale de toutes les personnes d'un pays moderne. Donc les premiers robots ont été d'abord des robots industriels, dont on pourrait parler. Et c'est pour ça que j'ai introduit le terme de robot industrialus, une sorte de terminologie pour parler un petit peu de ces espèces-là, qui ont été d'abord utilisées pour faire des tâches relativement répétitives, mais dans les usines, pour assembler par exemple des objets complexes. Et ces robots, ce qui les distingue des machines précédentes, c'est qu'effectivement ils étaient dotés d'ordinateurs, ils étaient programmables, et ils étaient dotés également de senseurs qui permettaient d'adapter leurs mouvements à ce qu'ils percevaient autour d'eux, de manière très limitée au début, mais quand même. Les versions modernes de ces robots-là existent évidemment toujours. Dans la plupart des usines modernes du monde, il y a des robots, par exemple dans les usines dans lesquelles on construit des voitures. Un petit peu plus tard sont apparus des robots d'une espèce un petit peu nouvelle, les robots Exploratius, dont les versions modernes sont par exemple les robots qui vont explorer le fond des océans ou les robots qui vont explorer les planètes lointaines. Donc après avoir conquis les usines, les robots se sont mis à conquérir des milieux extrêmes. Et puis le robot mobilis est apparu. Probablement aujourd'hui, les robots les plus sophistiqués qui existent sont les avions. Alors on n'a pas l'habitude de parler de robots quand on parle d'avions, mais les avions ont tout d'un robot. Ce sont des objets qui sont dotés de moteurs très puissants, de capteurs dans tous les sens, et dans lesquels l'informatique fait pratiquement tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avions de ligne sont tous équipés de systèmes qui leur permettraient de transporter des voyageurs sans presque aucun risque, sans aucun pilote.
vous rencontrerez beaucoup de pilotes d'avions qui vous diront qu'aujourd'hui, on laisse les pilotes dans les avions principalement pour rassurer psychologiquement les passagers. Mais en ce sens, dès aujourd'hui, on confie notre vie très régulièrement, tous les jours, à des robots, dont les robots les plus sophistiqués que sont les avions, qui sont capables de prendre des décisions complexes en cas d'urgence et de manière autonome. Évidemment, heureusement, avec toujours des humains qui surveillent ce qu'ils font en cas d'imprévu. Mais ça ne garantit pas que l'humain va avoir une décision meilleure que le robot d'ailleurs. Et puis, il commence à arriver sur la route. Un certain nombre de voitures intelligentes, capables de conduire toutes seules, commencent à faire leur apparition. Depuis quelques années, les robots sont en train d'apparaître dans nos maisons. Parmi ces robots, une première espèce relativement simple finalement, qui est représentée par exemple par les robots aspirateurs ou les robots tondeuses, qu'on trouve maintenant d'ailleurs dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de très commun. Tout le monde n'en a pas évidemment, mais c'est un produit qui est devenu totalement standard. Alors c'est pas si surprenant que ça parce que finalement ces robots aspirateurs, donc ces robots qui vont aller aspirer, se déplacer et aspirer la poussière dans toute sa maison, d'un point de vue technologique, ils sont pas très différents d'une machine à laver. C'est un petit peu des machines à laver à roues. Et sans avoir une intelligence formidable, par exemple les premiers robots aspirateurs qui existent, ils se déplacent un petit peu au hasard dans la maison, pourvu qu'elle soit plate et qu'il n'y ait pas des recoins partout, eh bien ça suffit pour aspirer de manière assez efficace pour que les gens soient contents. Alors, une espèce plus surprenante et dont on entend beaucoup parler dans la presse, dans un certain nombre de livres, dans le discours d'un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs, dans l'activité d'un certain nombre d'entreprises, sont les robots Domesticus Socialus. Alors le robot Domesticus Socialus, c'est celui qui part à la conquête de nos salons, mais qui fait des choses beaucoup plus avancées qu'aspirer la poussière. C'est celui dont on pourrait imaginer, dans un futur peut-être pas si éloigné, qui pourrait nous aider dans les menus travaux de la maison. Par exemple, nous aider à monter un meuble en kit. C'est celui qui pourrait aider une personne handicapée à se déplacer toute seule chez elle sans avoir besoin en permanence de demander l'aide de quelqu'un d'autre. Par exemple, se lever à partir d'un canapé, puis l'emmener jusqu'à la cuisine. C'est celui qui pourrait aider le personnel socio-médical à maintenir les personnes âgées à la maison, surveiller si elles ne se sont pas cassées la figure, leur discuter avec elles tout au long de la journée, leur préparer à manger, faire la vaisselle. C'est celui qui, dans les écoles ou dans les maisons, pourrait jouer avec les enfants à des jeux variés, ce qui, il n'est pas la peine de demander aux enfants, probablement les amuserait beaucoup. Et alors, ces robots-là, on en entend beaucoup parler, et c'est pas simplement une rumeur, il y a des gens très sérieux qui s'y intéressent. Il y a des gens comme Bill Gates qui déclarent par exemple, en observant les tendances qui convergent actuellement, je vois un futur, avec une grosse faute d'orthographe, dans lequel les objets robotiques deviendront quasiment omniprésents, avec une seconde grosse faute d'orthographe, dans notre vie quotidienne. Ou alors, le Premier ministre de la Corée du Sud qui déclarait, intéressant, il y a quelques années, à peu près en 2006, nous voulons mettre un robot dans chaque maison en 2010. Et c'était à un moment où il débloquait des dizaines de millions d'euros dans leur monnaie pour les recherches dans ce domaine. Des cabinets d'analyse ont fait de nombreuses analyses et par exemple certains prédisent que le marché de la robotique personnelle et domestique sera autour de 14 milliards d'euros en 2015, dans 5 ans. C'est pas simplement des gens qui font des projections ou des discours comme ça, il y a aussi beaucoup d'entreprises, petites et grandes, Honda, Mitsubishi, de grands industriels se mettent à la robotique personnelle. De nombreuses start-up se lancent dans cette activité. Donc, il y a véritablement une ébullition. Et puis, dans cette continuité, on voit un certain nombre de futurologues, on va dire, qui essayent de se projeter dans le futur à partir de cette ébullition présente, et qui, par exemple, comme Ray Kurzweil, pensent que dans à peu près une quarantaine d'années, 40-50 ans, se passera quelque chose qui s'appellera la singularité. C'est-à-dire qu'au vu de l'accélération de la puissance des machines, une accélération exponentielle, au vu des
des capacités déjà, semble-t-il, extraordinaires de l'intelligence des machines. On a des ordinateurs qui battent les champions d'échecs, les champions du monde d'échecs aujourd'hui. On a des supercalculateurs qui commencent à être utilisés, comme à Lausanne, en Suisse, pour simuler le cerveau avec des milliers de processeurs qui sont capables de calculs qui commencent à approcher théoriquement, selon certains, les capacités de calcul du cerveau. Donc on pourrait penser que dans peu de temps, on pourra simuler peut-être le cerveau dans son ensemble. Et tout ça pousse un certain nombre de gens à dire, par exemple comme Ray Kurzweil, la singularité en 2045 nous permettra de transcender les limites de nos corps et de nos cerveaux biologiques. Après la singularité, il n'y aura plus de distinction entre l'humain et la machine. Les intelligences computationnelles seront significativement plus puissantes que la somme des puissances de cerveaux humains. C'est très impressionnant. Alors, si on est objectif, il n'y a pas de raison scientifique très forte qui empêche de penser que ce genre de choses se passera un jour. On peut argumenter, mais il n'y a pas de raison scientifique très forte. Et si ça se passe un jour, effectivement, ça va poser des questions très compliquées, d'éthique, des questions sociétales, parce qu'évidemment, quand on commence à introduire des robots qui sont là pour accompagner des personnes, en particulier des personnes en difficulté dans leur quotidien, eh bien, il faut réfléchir très fortement à la manière dont on va vouloir intégrer ces robots dans notre société. Comment peut-on les accepter pour qu'ils ne nous marchent pas sur les pieds, pour qu'ils n'atteignent pas nos valeurs les plus fondamentales, pour qu'ils respectent la personne. Mais heureusement, on a beaucoup de temps pour réfléchir à ces questions. La singularité n'est pas en vue. Toutes ces prédictions sur l'arrivée de la robotique personnelle, comme je vous l'ai présenté, et encore plus celles sur la singularité, c'est de la science-fiction. Malgré le fait que c'est ce que vous lirez dans la plupart des médias et des journaux sérieux aujourd'hui, qui ont tendance à écouter le discours d'un certain nombre de personnes, parfois très sérieuses, mais qui se projettent un petit peu trop dans l'avenir, qui sont peut-être un petit peu trop optimistes d'un point de vue technologique, et qui, évidemment, et dont le discours, évidemment, eh bien, entre guillemets, peut provoquer un buzz plus facilement, et donc c'est celui-là que les journalistes vont écouter. Malheureusement, la réalité est moins facile, en tout cas pour les chercheurs et pour les ingénieurs. Les progrès ne sont pas exponentiels, les progrès sont extrêmement lents. En fait, la plupart des progrès conceptuels qui ont été faits en intelligence artificielle et en robotique l'ont été faits très rapidement, avec l'invention de l'ordinateur et de la robotique dans les années 50, par des groupes de personnes d'ailleurs extrêmement intelligentes comme Turing. Mais depuis 60 ans, assez peu de nouvelles idées sont apparues. Il y a eu un certain nombre de petits progrès qui ont été faits et qui sont liés effectivement à l'avancée de technologies comme la puissance des ordinateurs, la baisse des coûts pour construire des matériaux avancés. Essayons de comprendre pourquoi les défis à relever sont si grands. Revenons à nos situations imaginaires, à nos robots personnels qu'on pourrait imaginer dans nos maisons. En fait, les applications dont je vous ai parlé posent véritablement des défis à ces robots. Par exemple, imaginez qu'un robot est dans votre appartement et puis tout d'un coup vous lui dites « Est-ce que tu peux aller débarrasser la table ?» En fait, il faut que le robot comprenne que si par exemple il est 9h du soir et que tout le monde vient de manger dans la cuisine, eh bien la table dont il s'agit, c'est celle de la cuisine, pas celle du salon, pas celle de la chambre des parents, c'est celle de la cuisine. Par contre, si peut-être il est l'heure de faire le thé, il est à 4h, et puis peut-être que c'est l'un des enfants de la maison qui avait fait ses devoirs sur la table du salon, et qu'on demande au robot va débarrasser la table, eh bien c'est pas la table de la cuisine là qu'il faut débarrasser, c'est pas les assiettes qu'il faut débarrasser, c'est les cahiers de la table du salon qu'il faut débarrasser. Et ça, n'importe quel humain le comprend tout de suite, comprend la situation. Mais comment un robot peut-il le comprendre? C'est très compliqué. Un robot, il doit être aussi pertinent. Imaginons un robot qui doit accompagner une personne, en difficulté ou pas d'ailleurs, dans son quotidien. Bien, on pourrait imaginer, par exemple, qu'à un moment donné, la personne a envie d'être tranquille. Elle n'a pas envie d'être embêtée par le robot, elle a envie d'être tranquille sur son canapé, en train de lire son journal, et qu'on ne vienne pas l'embêter.
comment le robot peut-il comprendre ces subtilités, ce regard très discret, très subtil que l'humain va faire vis-à-vis du robot? Encore plus difficile, un robot qui doit interagir avec des enfants, eh bien, il doit être extrêmement robuste. Tout à l'heure, on voyait des robots qui allaient dans des milieux extrêmes, le fond des océans, les planètes lointaines. Ça, c'est du gâteau pour un robot. Un salon avec des enfants, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus hostile. Imaginez, vous voyez ce petit robot là au milieu, en fait, ça c'est une photo avec des chercheurs qui sont partout autour du champ de vision et qui sont là prêts à rattraper le robot. Pour pas qu'il tombe, parce que les enfants, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, et voilà, ils pourraient très facilement se casser. En plus, ça vaut cher, ces petites choses-là. Bon, à la limite, la robustesse, le fait qu'il tombe, c'est pas si grave que ça, mais des enfants qui jouent avec un robot comme ça, vous imaginez bien qu'ils vont vouloir inventer en permanence des nouveaux jeux, des nouvelles interactions, des nouvelles conventions, comme ils font entre eux. C'est quelque chose de dramatiquement compliqué pour un robot. Il va être, comme il dirait, largué tout de suite, le robot. Et puis, évidemment, ce qui est encore plus important, c'est que ces robots-là ne deviennent intéressants qu'à partir du moment où ils sont capables de s'adapter à une maison particulière, à des gens particuliers. Dans chaque maison, par exemple, on va ranger la vaisselle d'une manière particulière. Dans chaque maison, on va avoir des horaires différents. Dans chaque maison, le possesseur d'un robot personnel, quand on imagine ça, va vouloir faire au robot des choses que peut-être les voisins ne font pas. Donc il va falloir apprendre à ce robot à faire des choses nouvelles. On n'imagine pas, par exemple, que ce robot il va être capable tout seul de savoir aussi monter un meuble en kit directement avec une science infuse avec l'humain. Hein, déjà, nous, on a du mal à monter un meuble Ikea. Imaginez un robot. Bon, et pourtant, c'est pas la tâche la plus compliquée. Donc le robot, il doit être capable d'apprendre. Maintenant, si on regarde les domaines de recherche qui peuvent avoir rapport avec les technologies qu'on va devoir développer. D'abord, l'intelligence artificielle. Alors oui, il y a des ordinateurs qui jouent aux échecs mieux que les champions du monde. Il y a aussi des systèmes de dialogue, de reconnaissance vocale, qui, par exemple, nous permettent de réserver des tickets de train au téléphone. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà essayé. Ça fonctionne, c'est assez énervant parce que ça ne fonctionne pas parfaitement, mais au bout d'un moment, on y arrive. Mais alors, le problème, c'est que tous ces programmes, eh bien, ils fonctionnent dans un monde symbolique, c'est-à-dire dans un monde où tous les états, les pièces, la position des pièces, par exemple, dans le cas du jeu d'échecs, eh bien, sont représentés par des sortes de symboles, et puis ensuite, auxquels sont associées des règles de manipulation de ces symboles, les déplacements des pièces, par exemple, qui ont été préprogrammés par un ingénieur et qui sont spécifiques à ce jeu-là, qui est d'ailleurs un jeu fermé, parce qu'on ne peut pas, dès qu'on introduit une nouvelle pièce, bah, c'est plus un jeu d'échecs, c'est autre chose. Pareil pour le système de dialogue pour réserver un ticket de train. Si vous commencez à parler au distributeur de tickets de sport, de cuisine, ben, il va être complètement largué, encore une fois, le robot. Donc, ces techniques-là, elles peuvent être utiles pour un robot personnel, mais elles vont être absolument pas suffisantes. Comme je le dis, le robot, il vit dans un monde physique, réel. Donc, il va falloir être capable de connecter ces symboles au monde réel. Il va falloir que ce robot soit capable de mettre en relation ces symboles avec des situations particulières. Et puis surtout, il va falloir que ce robot soit capable d'apprendre de nouveaux concepts, peut-être de nouveaux symboles, de nouveaux mots. Si on regarde la robotique, en robotique, on peut voir à la télévision ou sur Internet de nombreuses vidéos de robots qui font des choses apparemment extraordinaires. Des robots qui guident des personnes dans des musées, des robots qui débarrassent une table comme on le voit ici, des robots qui jouent au football. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, avant que ces robots sachent faire ces tâches-là, eh bien, il y a des équipes très grandes d'ingénieurs qui ont passé un temps assez important à modéliser avec des équations très précisément tout le corps du robot, sa physique, et puis toute la physique des objets qu'il va manipuler. Comment ça fonctionne un gobelet, comment ça fonctionne une balle de football, et c'est très compliqué, c'est véritablement des physiciens qui font ça. Ça prend du temps. Et puis chaque fois que, évidemment, si on utilise cette approche-là, au bout d'un moment, peut-être ça marche, mais quand il faut introduire une nouvelle tâche, il faut relouer une équipe de 30 ingénieurs, et puis pendant 2 ans.
C'est pas très pratique pour monsieur tout le monde qui tout d'un coup se dirait bah moi j'aimerais maintenant apprendre à mon robot à jouer au Monopoly ou à venir faire du skateboard avec moi. Pas pratique de louer une équipe de 20 ingénieurs. Alors, la question, c'est évidemment comment une machine peut-elle apprendre des savoir-faire nouveaux une fois qu'elle est sortie de l'usine et qu'il n'y a plus d'ingénieurs? Alors, c'est une question très compliquée. Alors, on commence, en fait, cette question-là, bizarrement, on commence que depuis une vingtaine d'années à se la poser. Avant, on se la posait pas tellement, pas trop. Et une des approches possibles, c'est de se dire, bon, bah, il y a quand même une créature sur Terre qui fait très bien ça, qui est capable d'apprendre des choses nouvelles. Eh bien, c'est lui. C'est le bébé. Alors, les bébés animaux de manière générale, mais le bébé humain en particulier, qui est particulièrement fort, qui est capable d'apprendre des tâches dont on ne pourrait pas imaginer une seule minute qu'elles sont préprogrammées dans son génome. Par exemple, on ne peut pas imaginer une seule minute qu'il y ait des choses dans le génome qui soient spécifiques à l'apprentissage du vélo, ou à l'apprentissage de la Wii, ou à l'apprentissage du clavier électronique, ou à l'apprentissage du Lego. À la musique, peut-être, hein, on ne sait pas sûr. Et alors, bon, alors je disais, c'est une approche récente. En fait, elle est, d'un point de vue conceptuel, elle n'est pas si récente que ça. Toujours ce monsieur Turing. Non seulement il avait inventé l'ordinateur, non seulement il a inventé l'intelligence artificielle, mais il avait déjà proposé l'idée, plutôt que d'essayer de reproduire un programme qui simule la pensée de l'adulte, pourquoi ne pas essayer d'en produire un qui simule celle d'un enfant? A priori, le cerveau de l'enfant est un peu comme un carnet de notes que l'on achète à la papeterie. Mécanisme simple, beaucoup de pages blanches, l'espoir est qu'il y aurait si peu de mécanismes dans le cerveau de l'enfant que l'on pourrait facilement les programmer dans un ordinateur. Si le robot suivait une éducation appropriée, alors on obtiendrait le cerveau d'un enfant. La quantité de travail nécessaire à son éducation devrait être à peu près la même que celle nécessaire pour un enfant humain. Alors il avait eu une vision assez intéressante, Alan Turing. À une précision près, le deuxième paragraphe, il s'était complètement gouré. Effectivement, c'est probablement une bonne idée, plutôt que d'essayer directement de programmer l'intelligence d'un adulte dans un robot, parce que c'est très compliqué, voilà, on ne peut pas tout prévoir à l'avance, l'ingénieur ne peut pas imaginer toutes les situations possibles qui vont se passer autour du robot. Par contre, c'est complètement faux, mais à son époque, on ne le savait pas véritablement, mais c'est complètement faux d'imaginer que le robot est une page blanche, une éponge, qui naîtrait sans aucune connaissance et absorberait tout. Voilà, si facilement que ça. En fait, les enfants, évidemment, sont capables d'apprendre des choses nouvelles d'une manière extraordinaire, mais ce qui leur permet de le faire, c'est quand même qu'ils naissent avec un certain nombre d'outils, un certain nombre d'équipements innés. Ils ont des réflexes quand ils naissent. Par exemple, un enfant qui naît, on lui touche la paume de la main, tout d'un coup, il ferme la main pour attraper l'objet. D'un point de vue mathématique, c'est un mouvement très compliqué. C'est une coordination du mouvement de toutes les phalanges compliqué. Si on devait faire apprendre ça à un robot, pas facile, pas facile. Le bébé, lui, il a de la chance, c'est un exemple de choses, il naît, il sait le faire. Pareil, les choses qui bougent, il sait à peu près les suivre des yeux. Les visages, il a un certain nombre d'outils qui lui permettent de les repérer. Et puis tout ça n'arrive pas d'un coup. Ces outils apparaissent progressivement, avec un ordre particulier dans le développement d'un enfant, et c'est comme un échafaudage qui lui permet de construire progressivement des capacités nouvelles. Il n'apprend pas directement à lire le monde, l'enfant. Il commence par des choses beaucoup plus simples. Et c'est justement en commençant par des choses beaucoup plus simples qu'au bout d'un moment, après un certain nombre d'années, il sait lire le monde. Et puis, non seulement il a ses capacités innées, mais en même temps, il grandit dans un environnement qui a beaucoup de structures, en particulier beaucoup de structures sociales. Ses parents, les autres enfants, les autres adultes, sont fondamentaux pour le guider vers les apprentissages nouveaux. Alors maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de s'inspirer de ça pour comprendre quels sont les défis, quelles sont les idées qu'on pourrait utiliser pour construire des robots qui apprennent des choses nouvelles. Alors, donnons un ou deux exemples. J'aimerais juste me concentrer sur un ou deux exemples pour vous montrer la difficulté des problèmes qui se posent et les routes possibles, on est encore très loin de savoir si c'est les bonnes, qui pourraient nous y amener. Par exemple, un robot peut-il apprendre des mots et des sens nouveaux? Tout à l'heure, on disait, voilà, ça serait bien qu'il puisse étendre le répertoire de ses concepts pour s'adapter à une personne, à un environnement particulier. Alors, est-ce qu'apprendre un mot nouveau, un sens nouveau, on pourrait dire que ça se résume à associer simplement une sorte d'onde acoustique et puis une image visuelle? Peut-être ça serait juste du traitement du signal. Alors en fait, je vais vous montrer une vidéo qui va tout de suite vous montrer qu'il y a déjà
avant de se poser cette question-là, il y a d'autres problèmes. D'abord, une vidéo vue d'un point de vue extérieur. Là, c'est moi en train d'essayer de parler à ce robot qui marche. Et vous allez voir, je ne fais rien de spécial, je vais lui parler, je vais lui dire comment s'appellent les objets qu'il regarde. Ah oui, excusez-moi, oui, Oh, hello, Aibo. Oh, you're going to have these toys. What are you looking at? Oh, this teddy bear, yes. Oh, around here there are other objects. Oh, no, not that way. Oh, what did you see? Oh, this red little dog. Bon, c'est un petit peu saccadé, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, donc voilà, ça semble très simple. Je lui ai dit à un moment donné qu'il y avait un ours en peluche, après qu'il y avait un chien rouge, puis bon, bah, il a le nez dessus. Bon, voilà. Finalement, est-ce que c'est juste associer l'onde acoustique et l'image visuelle? Maintenant, la même scène, mais vue depuis l'œil du robot. Oh, hello, Aibo. Oh, you're going to have these toys. What are you looking at? Oh, this teddy bear, yes. Vous voyez, le teddy bear, l'ours en peluche, là, il était en train de regarder la moquette. Oh, no, not that way. Oh, what did you see? Oh, this red little dog. Ah, pas de chance, en fait. Vous voyez, là, c'est exactement la même scène, des deux côtés. Dans un cas, il a le nez, semble-t-il, sur le petit chien rouge. Mais dans l'autre cas, en fait, on s'aperçoit que non, c'est pas le chien rouge qu'il voit, c'est un espèce de petit tissu rouge qui est un petit peu plus loin. Alors, non seulement je pensais pas que... je me suis complètement trompé dans ce que je pensais qu'il voyait, mais en plus de ça, manque de chance, ce qu'il voit, c'est quand même rouge. Donc, il va y avoir un quiproquo, là. Il va falloir un moment avant qu'on converge ensemble pour savoir quoi appeler comment. Alors, ça veut dire que première chose, avant de se poser la question de savoir comment on va apprendre le mot nouveau et comment on va représenter le sens, eh bien, il faut être capable de porter son attention sur la même chose. Le partage de l'attention, c'est un défi immense pour un robot. C'est pas facile du tout. Et les enfants sont équipés au départ avec un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de faire attention aux choses que leur environnement social va essayer de leur fournir. Et évidemment, ces outils vont s'améliorer au cours du temps, parce que des outils permettent de construire de nouveaux outils. Des outils d'attention, simples au départ, vont se transformer en outils d'attention plus sophistiqués. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut équiper les robots de capacités d'arriver à porter son attention sur la même chose que ce qu'on leur montre. Alors, imaginons qu'on implante sur un robot ce genre de choses. Ici, dans cette vidéo, c'est ce qu'on a fait. De manière relativement ad hoc, pas du tout robuste. En fait, ici, la personne qui parle, et qui est un collègue à moi avec lequel j'ai travaillé sur ces questions, il s'appelle Frédéric Kaplan. Alors, on n'entend pas le son, je ne sais pas pourquoi. What is it? Slightly. No. Bad. Bad. Voilà. Alors en fait, Listen. donc là, avec un certain nombre de mots-clés, de mouvements qui ont été préconventionnalisés de telle manière qu'on sait, le robot sait les interpréter et l'homme sait interpréter les comportements du robot dans cette situation-là, eh bien, au bout d'un moment, on va arriver à lui montrer cet objet si simple, qui est une balle, et de lui montrer ce que c'est. Alors, premier point, je disais ici, la manière dont on a implémenté ce mécanisme de partage de l'attention, il est ad hoc dans le sens où si je demandais à n'importe lequel d'entre vous d'interagir avec ce robot-là, et d'essayer de lui montrer la balle, probablement aucun d'entre vous n'y arriverait. Parce que
c'est difficile d'implémenter un mécanisme pour montrer quelque chose à un robot qui soit utilisable par monsieur tout le monde aussi facilement. Ici, c'est le chercheur qui l'a implémenté, qui l'utilise, il connaît les trucs, il y arrive. On est encore très très loin de savoir faire ça avec monsieur tout le monde. Très 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 loin. Bon, imaginons qu'on sait le faire, et que le robot, au bout d'un moment, à force d'avoir vu sa balle, et d'entendre le mot ball, voilà les images qu'il récupère. Alors, c'est quoi une balle? Le robot, il vient de Mars. Chez lui, il n'y a pas de Zidane. Il n'y a pas de terrain de foot. Il n'y a pas d'objet rond. Peut-être qu'il voit tout en rouge. C'est quoi une balle? Est-ce que c'est un objet posé devant lui sur la moquette? Est-ce qu'une balle, c'est un objet de couleur rosée? Bon, il n'y a pas de couleur rosée forcément sur toutes les images. Ici, par exemple, s'il y a un gros truc blanc. Est-ce qu'une balle, c'est un objet avec certaines parties de ses formes un peu arrondies? Bon, là, par exemple, il y a aussi des formes arrondies derrière. Est-ce que c'est une balle, ça? Je ne sais pas. Pas facile pour le robot de savoir ce qu'est une balle. En fait, il va devoir faire des hypothèses. Malheureusement, il ne peut pas lire dans la tête du chercheur qui est en train d'essayer de lui apprendre ce mot-balle. Et c'est le même problème pour les enfants qui apprennent à parler. Malheureusement, quand ils entendent des mots nouveaux, ils ne peuvent pas lire dans la tête de leurs parents. Ils sont obligés d'essayer de deviner. C'est le problème qu'on appelle le problème du triangle sémiotique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entend des mots nouveaux qui correspondent à des concepts et à des sens nouveaux, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est l'onde acoustique, c'est le référent, le truc qu'on est en train de nous montrer, mais on ne peut jamais observer directement la manière dont on va représenter cette chose. Donc il va falloir essayer de deviner. Mais l'espace des devinettes est extrêmement grand. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un robot n'essayerait pas de se dire peut-être qu'en fait une balle, c'est un objet de couleur uniforme dont le nombre de pixels est compris entre 782 et 1002. Pourquoi pas? Il vient de Mars. Pourquoi lui interdire de faire ça? Évidemment, nous on dirait mais c'est un peu stupide. Ah oui, mais mathématiquement c'est possible. Donc ça veut dire que pour qu'il arrive à apprendre ce mot nouveau, comme les enfants d'ailleurs, au bout d'un temps raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui répéter 12 millions de fois le mot pour qu'il fasse des statistiques, etc., il va falloir qu'il ait certains biais. Et en fait, les enfants humains apprennent aussi rapidement à parler parce qu'évidemment, ils ont des biais, des équipements, des capacités innées qui leur permettent de favoriser certaines hypothèses par rapport à d'autres. En particulier, ils ont tendance, quand ils entendent des mots nouveaux, eh bien, à essayer de deviner le sens du mot en termes de quelle est l'action que je peux faire avec ce truc-là. Donc par exemple, ils vont voir une balle, ils vont pas tellement essayer de représenter une balle en termes d'un objet rond ou d'un objet rose, ils vont plutôt essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là. Je peux le lancer, je peux le shooter. Voilà, ils vont essayer de représenter le sens de cette manière-là. Et probablement, par exemple un verre, si je vous montre un verre, si je vous dis ça c'est bidoubou, vous venez d'un autre pays, probablement vous allez dire ça veut dire verre. Ça veut dire vert parce que vous allez tout de suite faire l'hypothèse que probablement ce que j'essaye de vous montrer, c'est pas transparent, c'est pas, ça veut pas dire un objet posé sur la table, ça veut pas dire plastique, etc. C'est qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Mettre de l'eau dedans puis boire. Voilà, c'est ça. C'est ça le sens de vert. Donc ça veut dire qu'un robot, si un jour on veut avoir l'espoir qu'il devine le sens de mots nouveaux, eh bien, il va falloir qu'il soit capable d'apprendre à utiliser les objets qui sont autour de lui, qu'il apprenne à faire des savoir-faire moteurs. Alors très rapidement, je vais parler de la question, je le dis très rapidement parce que je sens sur ma droite, une pression est en train de s'exercer. Je vais parler très rapidement de la question, voilà, ok, bon là on a compris que c'était très difficile d'apprendre des mots nouveaux. Autre question, est-ce que c'est difficile d'apprendre des savoir-faire moteurs, d'apprendre à faire des choses nouvelles? Alors, par exemple sur Internet, vous trouverez des choses, des vidéos comme celle-là, qui illustrent relativement bien certaines des choses qu'on sait le mieux faire aujourd'hui. Par exemple, imaginons, voilà, on a notre robot domestique, il est chez nous, et puis on veut lui apprendre à faire des crêpes et à les retourner. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple, on va lui montrer. On va lui prendre la main, comme des fois on prend la main à un enfant, et puis on va mettre la crêpe, hop, on lui montre. Puis après, eh bien, il va s'entraîner un petit peu, parce que bon, il n'a pas tout de suite tout compris, puis au bout d'un moment, il va y arriver. Ouais, bon, pas tout de suite.
Alors vous voyez, bon, en fait là c'est accéléré, hein, parce que si on attendait qu'il apprenne, ça prend quelques heures quand même. Bon, au bout d'un moment il y arrive. Hop. Bon, alors on va passer. Je vous le dis, au bout d'un moment il y arrive. Mais en fait, c'est pas si impressionnant que ça, parce que c'est relativement simple ici. Ce qui est un petit peu caché, c'est que les chercheurs et les ingénieurs qui ont fait cette chose-là, qui est très intéressante, hein, attention, c'est très avancé, ça utilise des outils mathématiques extrêmement élégants. Mais cependant, les chercheurs qui ont construit cette expérience, ils ont donné beaucoup de connaissances au robot. Par exemple, ils ont sélectionné pour lui quelles étaient les variables à observer. C'est-à-dire que par exemple, quand on essaye de faire sauter une crêpe, eh bien le mouvement qu'on fait ne dépend pas de la couleur du pull de la personne qui passe au fond dans la salle. Alors, ça peut paraître évident, mais le robot, il vient de Mars, encore une fois. Il n'a jamais vu le monde. Pourquoi est-ce que le geste qu'on fait ne dépendrait pas de plein de choses qu'on voit est-ce qu'il Pourquoi pas? Voilà, bon, il doit découvrir. Donc ici, c'est les chercheurs qui ont fait le travail pour le robot. Mais c'est très difficile, en fait, l'imitation. Les enfants, d'ailleurs, bien qu'ils imitent beaucoup, et apprennent beaucoup par imitation, c'est pas toujours évident pour eux. Par exemple, ici, c'est pas tellement clair pour eux de savoir, voilà, il faut apprendre à cette position, et c'est pas tellement clair, à quoi il faut faire attention pour la reproduire cette position. Par exemple, ce petit garçon-là, si on vient de Mars, on pourrait dire que quand même, il reproduit pas mal ce qu'elles font. Et pourtant, il manque un truc, mais on ne sait pas trop quoi. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas trop quoi. Mais je sais qu'il manque quelque chose. Voilà. Savoir à quoi faut-il faire attention quand on fait une démonstration, c'est pas très facile. Surtout quand on a un corps différent. Là, effectivement, les enfants ont un corps différent de l'adulte, mais un robot, c'est encore bien pire. Ça pose des questions de perspective. Vous voyez quelqu'un en face de vous qui lève la main droite, est-ce qu'il faut que vous leviez la main gauche ou la main droite? Pas facile. Quelqu'un passe dans un couloir, quelque chose dans les mains, tout d'un coup, avec son genou, allume la lumière. Le robot observe, vous lui demandez, est-ce que tu peux reproduire? Il n'a pas de choses dans les mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas facile, pas mal d'hypothèses. Et puis, bon, l'imitation, on apprend beaucoup de choses. Mais on peut passer 20 ans à regarder Roger Federer jouer au tennis. C'est pas pour ça qu'on va forcément devenir numéro 1 mondial. À un moment donné, il faut pratiquer par soi-même. Il va falloir que, forcément, les robots soient capables d'imiter, mais soient capables de pratiquer aussi. Je conclurai par ça. Une approche possible pour essayer de construire des robots qui ne vont pas eux-mêmes apprendre des savoir-faire nouveaux, pas forcément tout le temps par imitation, et de les doter de quelque chose qui existe chez tous les enfants humains, qui est la curiosité. Cette propension à explorer spontanément ce qu'on peut faire avec les objets qui nous entourent, sans forcément de pression sociale, sans forcément pour obtenir plus de sourires, plus de nourriture, etc. Non, juste parce que c'est rigolo. Le jeu. Ils apprennent beaucoup comme ça. La curiosité. Alors aujourd'hui, on commence, c'est quelque chose que par exemple on fait dans mon équipe, à essayer de construire des robots qui sont dotés de systèmes de curiosité, qui vont les pousser à s'exercer à des activités nouvelles. Ils vont s'intéresser à la nouveauté pour elles-mêmes. Et donc par exemple ici, on a un robot qui, alors d'abord est équipé d'un certain nombre de capacités innées, comme les enfants, de réflexes innés, et puis de primitives motrices innées, et puis qui va apprendre à essayer de voir comment ces outils lui permettent d'interagir avec le monde physique qui l'entoure, uniquement par curiosité. Et alors, ce robot, au départ, va faire un peu n'importe quoi, puis au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il va commencer à faire des choses sensées. Par exemple, il va commencer à essayer d'attraper des objets qui sont devant lui avec sa bouche, à taper les objets qui sont un peu plus loin avec sa patte, à interagir avec par exemple, les robots qui sont plus loin en vocalisant. Il va apprendre à manipuler d'une certaine manière ces différents objets, bien que jamais ce robot n'ait été préprogrammé pour ça. Alors, c'est un premier pas dans cette direction vers plus d'autonomie, mais, encore une fois ici, nous les chercheurs, on a mis un certain nombre de choses qui sont un petit peu cachées, qui aident le robot, et en même temps qui limitent la difficulté de sa tâche, qui font que le robot apprend des choses nouvelles, un peu surprenantes, mais qui sont quand même très limitées et qui vont pas beaucoup plus loin que ce qu'apprend un enfant de quelques mois. Et il y a des défis absolument immenses encore à résoudre avant que ce robot n'aille plus loin. Donc voilà, je m'arrêterai ici et je vous encourage, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à
à taper Inria Flowers sur Google et à aller voir sur notre site web pour voir un petit peu plus de détails sur ces recherches courantes. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est encore une fois, on entend beaucoup de choses ici et ailleurs sur la robotique personnelle du futur. Beaucoup de questions sociétales et éthiques peuvent se poser, mais attention, la science est très 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 loin derrière la fiction, et il est important de remettre les choses à leur place. Voilà, merci. Merci Pierre-Yves. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire passer quelques micros dans la salle, et n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants, qui se feront plaisir d'y répondre. Ici. Oui. Oui. Merci, madame. Oui, c'est bon. Alors, tout d'abord, merci à vous tous et à la qualité toujours de ce qu'organise l'Univers Science. C'est toujours des intervenants de très haute qualité dont vous faites partie. Alors moi, messieurs les robots, je n'y connais rien. Je découvre grâce à vous. Mais il y a un truc qui me surprend, c'est qu'on est déjà au stade, monsieur le dernier intervenant, où le robot peut apprendre. Mais en réalité, le robot apprend. C'est une question tout simplement de numérisation. C'est-à-dire qu'il ait la forme d'un robot ou pas, c'est l'ordinateur qui parle. C'est-à-dire qu'il faut programmer tout. Et il accepte telle chose, il va ailleurs, etc. etc. Non, je ne comprends pas. Il n'y a pas de plus-value sans la numérisation. Alors, Pierre-Yves Odeillet sur l'apprentissage. Oui, alors en fait, votre question comporte deux parties qui sont effectivement, d'ailleurs toutes les deux assez intéressantes. La première partie concerne le concept d'apprentissage. Alors le concept d'apprentissage, il n'est pas du tout unique aux robots. On peut faire apprendre des ordinateurs sans qu'il soit besoin que ce soit des robots. Par exemple, vous avez des moteurs de recherche qui peut-être ne sont pas encore développés, mais qui vous permettent, par exemple, de leur demander donnez-moi toutes les images de chaises, d'avions, d'humains. Et alors, la manière dont ces ordinateurs vont être capables de vous répondre, c'est que d'abord, effectivement, il y a un humain qui leur a montré, d'une part, des exemples associant le mot chaise à des images de chaises, et d'autre part, qui leur a donné des capacités de mesurer l'image, c'est-à-dire d'extraire des caractéristiques à partir de l'image. Et enfin, qui les a dotés de mécanismes d'inférence qui vont leur permettre, à partir d'une liste d'images de chaises, d'en extraire les mesures qui reviennent à chaque fois, qui sont, entre guillemets, essentielles, et qui vont à la fin permettre à cette machine de construire automatiquement un nouvel algorithme qui va être capable, étant donné une image que la machine n'aura jamais vue, de dire si c'est une chaise ou pas une chaise. Donc dans ce sens-là, la machine va être capable de décider de la catégorie sémantique d'une image que le programmeur ne lui a jamais donnée. Donc dans ce sens-là, elle apprend. Elle apprend parce qu'elle est capable, après avoir traité un certain nombre d'exemples d'apprentissage, de les généraliser. Donc l'ingénieur n'a pas donné une liste exhaustive de toutes les images de chaises, par exemple. La deuxième chose, elle est liée c'est une question sur la numérisation. En fait, dans les choses que va pouvoir apprendre un robot, eh bien, le corps, la physique de ce robot va être absolument aussi importante que l'ordinateur qui est à l'intérieur de lui. Cet après-midi, si vous êtes toujours là, vous verrez par exemple la démonstration d'un robot humanoïde qui s'appelle Acroban et qui apprend à marcher, qui sait marcher et pour lequel on peut le prendre par la main et il va vous suivre. Et en fait, c'est Olivier Ly cet après-midi qui vous expliquera, il n'y a pas une seule ligne de code dans l'ordinateur de ce robot qui lui dit de suivre un humain
quand on le prend par la main. Il n'y a même pas une seule ligne de code qui lui permet de détecter quand un humain le prend par la main. En fait, ce comportement qu'on va pouvoir observer, il est le résultat de l'interaction de la physique, de la structure mécanique de son corps, des ressorts, des matériaux, des boyaux qu'il compose, avec la physique de la personne qui va interagir avec lui. Et ça, c'est une propriété dans ce robot-là, d'ailleurs, qui est émergente parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu au départ. C'est quelque chose qu'on a découvert en allant montrer ce robot lors d'une journée de présentation au public comme aujourd'hui. On montrait le robot, puis tout d'un coup, il y a des enfants qui sont venus, puis qui l'ont pris naturellement par la main, et le robot a suivi. Et donc nous, on était les chercheurs qui avons observé ce robot. Tout d'un coup, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Le robot suit. Après, on a compris, finalement, c'était relativement simple. Mais ce qui permet au robot d'acquérir cette capacité, c'est sa physique, c'est pas son ordinateur. Merci Pierre-Yves. Je crois qu'il y a une question ici. Bon. D'accord. Oui, vous avez... On m'entend là ? Oui. Vous avez parlé à la fin d'apprentissage par les robots en développant la curiosité. Est-ce qu'il y a la possibilité de récupérer cet apprentissage éventuellement pour le transmettre à d'autres robots ? Ou est-ce que cet apprentissage sera unique et éventuellement perdu si le robot n'existe plus ? Question pour Pierre-Yves. Oui. Alors, si on passe d'un robot qui a le même corps, oui, c'est très facilement réutilisable. Si on passe à un robot qui a un corps différent, c'est pas très facilement utilisable parce qu'encore une fois, les propriétés morphologiques du corps du robot vont avoir une influence fondamentale sur les représentations qu'il va se faire de ses propres capacités et du monde qui l'entoure. Et donc, voilà, ça va devenir plus compliqué si on change de corps. Merci. Monsieur ? Alors, deux questions, mais qui n'en font qu'une, en fait. L'un de vous a parlé de plusieurs stades de l'imitation du vivant, la forme, le mouvement, l'autonomie et l'intelligence. Bien entendu, vous n'avez pas défini ce qu'est l'intelligence, mais peut-être que vous pourriez annoncer une caractéristique qui vous paraît, quelque chose qui vous paraît assez caractéristique de l'intelligence. Et d'autre part, une réflexion, c'est que toutes vos études sont fortement imprégnées. Enfin, vous avez utilisé beaucoup la neurologie, pratiquement uniquement la neurologie, et pas du tout la psychiatrie. Si bien que le moteur, je ne sais pas où il est chez le robot, mais il est certain que chez l'homme, c'est l'affectif avant tout. Est-ce qu'il y a une imitation de l'affectif qui pourrait rendre alors encore plus humanoïde le robot ? Oui, c'est une question sur la psychiatrie. C'est une question il y a énormément de choses dans votre question, en particulier sur l'intelligence. C'est comme la vie. Il y a un certain nombre de propriétés qui nous semblent naturelles tous les jours et qui sont en fait extrêmement difficiles à définir d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, la vie, quand on par exemple, si on prend ce cas, mais c'est exactement le même problème pour l'intelligence. C'est une propriété qu'ont les êtres vivants et qui est extrêmement difficile à définir de façon précise. Alors que nous, on a, quand on regarde une grenouille, tout de suite, on sait que c'est un être vivant. Si on essaye de définir ce qu'est la vie à ce moment-là, on a et aujourd'hui, même les biologistes, il y a de très grandes difficultés à avoir un consensus pour avoir une définition réelle du vivant. Et pourquoi ? Parce que on est dans un monde extrêmement complexe. C'est-à-dire la simplicité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas la règle. Le monde est extrêmement compliqué, et beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Et donc, on peut se représenter cette complexité comme des millions d'éléments qui interagissent les uns avec les autres, et des propriétés globales qu'on va pouvoir nous observer vont émerger des interactions de tous ces éléments. C'est vrai en particulier de la vie, c'est vrai en particulier de l'intelligence. Alors, je vais rejoindre là la seconde partie de votre question, qui est effectivement, on a parlé de neurophysiologie, on a parlé de neurones, d'apprentissage par renforcement, mais je suis aussi assez d'accord avec vous. Donc, je prendrai un exemple. On travaille, par exemple, au laboratoire sur un modèle qu'on appelle schizophrénique, parce que quand on essaye de représenter des personnages et de créer des personnages qui sont le plus crédibles possible, on s'aperçoit que si on essaye de les représenter d'une façon simpliste, linéaire, avec un profil particulier et simple, on obtient des créatures avec lesquelles on va interagir qui sont relativement simples et qui finalement ne sont pas crédibles quand on va interagir avec lesquelles.
Et aujourd'hui, on ouvre la voie en créant des personnages virtuels. Et donc ça pourrait s'appliquer à des robots. Ce que je dis dans le domaine virtuel s'applique évidemment. Il y a une connivence très étroite avec la recherche en robotique. Eh bien, on va la représenter sous la forme de tout un ensemble de personnalités différentes. Parce que nous-mêmes, on a des traits de personnalité extrêmement différents. On a le petit enfant qui est toujours un petit peu quelque part caché en nous. On a le père ou la mère. On a son métier. On a des facettes extrêmement différentes. Ensuite, il y a les émotions. Vous avez raison d'en parler. C'est extrêmement important. Des fois, on est en colère. Des fois, on est perturbé. Et donc, on ne va pas à chaque fois réagir. Et donc, en construisant comme ça des entités, je dirais, artificielles, sous la forme de tout un ensemble de petits agents qui vont avoir représenté à chaque fois un trait de personnalité en se les laissant interagir, on va avoir finalement des créatures qui sont beaucoup plus crédibles, beaucoup plus riches et qui du coup se rapprochent un petit peu de ce qu'on peut observer quand on interagit avec un humain. Dernier point, les émotions. Évidemment, c'est un grand sujet d'investigation, aussi bien en robotique qu'en intelligence artificielle. Donc, on sait bien, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un petit peu, et en particulier un des ressentis très profonds qui est la douleur, c'est pour moi un petit peu le Graal. Le jour où on arrivera à avoir quelque chose qui correspond à la douleur réelle dans un robot, par exemple, eh bien, on aura fait, de mon point de vue, une avancée majeure. Parce que alors, la difficulté, bien sûr, c'est que la douleur, c'est quelque chose, si vous vous intéressez, vous verrez, c'est un sujet extrêmement épineux, même pour les biologistes et puis les médecins. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la douleur dans un robot qui est pas fait des mêmes matériaux, qui est construit, qui n'a pas évolué comme l'être humain? Ça, c'est une question extrêmement importante. Alors aujourd'hui, on essaye, nous, de notre point de vue, de faire des relations avec, effectivement, par exemple, dans les algorithmes, des bugs. Donc quand il y a des bugs, alors ça ne va pas être de la vraie douleur, mais bon, il se passe des choses, le programme ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ou si la machine chauffe démesurément, il n'y a pas assez de ressources informatiques. Donc essayer de tirer parti de ces enracinements dans le matériel qui vont nous permettre d'interpréter ça d'une façon un petit peu plus réelle et moins simulée. Parce que simuler les expressions, on sait très bien le faire aujourd'hui, aussi bien en robotique que sur des créatures virtuelles. C'est assez. Aujourd'hui, on sait bien les reproduire, mais les ressentir réellement, ça, c'est un vrai challenge. Jean-Claude Audin, merci. Peut-être une dernière question pendant que l'équipe de démonstration se met en place. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais connaître, s'il vous plaît, l'origine et la signification du mot robot. Jean-Claude Audin. Bon, on en a parlé tout à l'heure. L'origine, c'est Karel Capek avec sa pièce Robot, les RUR en 1921 qui pour la première fois utilise le terme robota qui vient dans les langues slaves, qui veut dire travail forcé, puisque dans sa pièce, effectivement, il construit des espèces d'esclaves robotiques, et donc il utilise pour la première fois ce terme. Et bien sûr, dans son schéma narratif un peu classique, si on parle d'esclaves, les esclaves sont amenés à se rebeller et évidemment, naturellement, on va aboutir au scénario qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est que les robots, ils nous aiment pas et finalement, ils vont vouloir nous remplacer. Mais c'est robota, travail forcé, qu'on retrouve en tchèque, en polonais, en russe, sous des versions un petit peu approchées. Merci. Je crois qu'il y a encore une question. 2 questions. Voilà, alors encore 2 questions. Nous vous écoutons. En liaison avec l'homme augmenté, quel est l'état de l'art des interfaces entre l'électronique et les cellules? À titre d'exemple, vous avez cité l'œil artificiel. Peut-être peut-on imaginer des coprocesseurs mathématiques branchés sur le cerveau. Quel est l'état de l'art? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut voir dans les 20 années à venir? Donc l'état de l'art sur l'interface vivant-machine. Jean-Claude Audin. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Depuis longtemps, on implante des mécanismes où
dans le corps humain. Hein. Le pacemaker est un des exemples les plus connus. Il y a des implants auditifs maintenant qui sont assez courants, et on commence à parler effectivement d'un plan visuel. Il y a eu des expérimentations assez récentes avec où quelqu'un qui était totalement aveugle arrive à discerner un flou plus ou moins coloré en fonction de donc donc on s'aperçoit là qu'on arrive. Alors il y a des choses qui sont plus compliquées. Il y a aussi des travaux pour essayer de connecter des systèmes électroniques au système nerveux. La très grande fragilité du système nerveux et là pose un certain nombre de difficultés. Donc je pense que c'est des sujets qui vont fortement évoluer dans les années qui viennent. En particulier, alors, si on se projette un petit peu dans l'avenir, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, je pense pour des raisons relativement pratiques, on va essayer de limiter naturellement les implants et plutôt essayer d'interfacer le corps avec de la technologie qui sera près du corps, par exemple dans les vêtements, ou relativement proche dans des artefacts qui seront... parce que aller au niveau du biologique et s'interfacer avec elle, c'est un problème quand même relativement compliqué. Alors dans le cas de maladies ou de déficiences fortes, on peut bien sûr le faire. Donc un des éléments qui probablement va révolutionner, alors je suis d'accord avec mon collègue sur le fait que Ray Kurzweil délire un petit peu en disant que dans 20 ou 30 ans, on aura des IA qui surpasseront les capacités, que du coup, on va devenir nous-mêmes des espèces d'entités algorithmiques qui sont dans les ordinateurs, on pourra se débarrasser du corps. Mais néanmoins, il y a quand même des convergences fortes qui se font en matière de ce que j'ai essayé de dire également, entre les nanotechnologies, les biotechnologies et ce qu'on fait nous dans nos domaines, qui permettent d'imaginer, alors ça ne sera pas dans 20-30 ans, ce sera peut-être dans 200, 300 ans, mais qu'on sera capable de créer des systèmes à échelle moléculaire et qui vont du coup nous aider à nous interfacer avec. Donc, si je peux donner une image, on va dans 400 ans, il est probable que l'humanité ressemblera pas à des Robocop couturés avec des circuits imprimés dans la tête, mais probablement avec des systèmes nanotechnologiques, en tout cas des systèmes où on aura modifié le biologique à l'échelle moléculaire, éventuellement en lui adjoignant des mécanismes artificiels pour augmenter les capacités. Donc finalement, et là on rejoint la science-fiction, je suis d'accord, il faut être relativement prudent, l'homme du futur sera beaucoup plus ressemblant à ce qu'on est aujourd'hui et interfacé, mais relativement de façon pas trop intrusive avec des systèmes. On voit déjà qu'aujourd'hui, pour maintenir un PC à jour, il faut je ne sais pas combien de mises à jour par semaine. Et donc, plus la technologie va être compliquée, plus il faut des mises à jour. Et donc, intégrer ça directement dans le corps, ce n'est pas forcément également une bonne idée. Jean-Claude Audin, merci. Sur la question de l'hybridation, elle sera probablement abordée cet après-midi pendant la table ronde également. Alors, une toute dernière question. La dernière est une réponse courte. Bonjour, j'aimerais savoir si la robotique en général c'est un phénomène de mode ou un besoin réel. Ça c'est une bonne question. Pierre-Yves Daillet. Alors, c'est les deux en même temps. Il y a, comme dans toutes les sciences et toutes les technologies, des phénomènes de mode. Ça, il n'y a pas de secret. Même en mathématiques, il y a des phénomènes de mode. C'est possible que ces dernières années, il y ait pas mal il y a un petit peu un effet de mode parce qu'un certain nombre de personnes ont fait des efforts, mais pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de personnes ont fait des efforts pour expliquer pourquoi les recherches en robotique pouvaient être intéressantes pour la société et pour la science. Et donc, ça a attiré pas mal d'attention. Mais au départ, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on peut comprendre pourquoi, effectivement, les robots peuvent avoir un intérêt pour la science et pour la société. Tout d'abord, avant de se poser des questions d'application qui sont, effectivement,
assez débattables, comme par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que j'ai présenté sur la robotique personnelle. Il y a beaucoup de laboratoires de robotique dans le monde, y compris le mien, font des robots, pas parce qu'on veut en mettre dans toutes les maisons, mais parce que construire des robots, c'est avant tout un moyen de s'interroger de manière nouvelle sur ce que c'est que le vivant, sur ce que c'est que l'intelligence. Donc en fait, monsieur tout à l'heure a posé la question, a remarqué qu'on n'avait pas donné de définition de l'intelligence. Mais c'est volontaire, parce que nous ne partons pas d'une définition de l'intelligence. Construire des robots, c'est une manière d'interroger ce qu'est l'intelligence. Donc en fait, c'est une manière de dire, ben voilà, on est après de nombreux débats pendant des siècles et des siècles sur ce qu'était la pensée, l'intelligence, les émotions, etc. Voilà. Sortons des mots, construisons des mécanismes, confrontons-les à la réalité et décidons sur des bases concrètes et objectives ce qu'on décide d'appeler intelligence ou pas intelligence, ce qu'on décide d'appeler humain ou pas humain, ce qu'on décide d'appeler vivant ou pas vivant. Donc en ce sens-là, l'intérêt pour moi principal de construire des robots, c'est de s'interroger sur le vivant. Pierre-Yves Oudéier, merci. Jean-Claude Dedin, merci. Je vous invite donc à regagner la salle. Je vais avoir le plaisir d'accueillir donc la première démonstration de la journée, l'équipe d'Agnès Guillot, qui est en train de s'installer également de l'autre côté de la salle. Et l'intervention de Pierre-Yves là fait une transition magnifique, puisque Agnès et toute son équipe travaillent dans une branche particulière de la robotique qui s'appelle la robotique bio-inspirée ou biomimétique, et qui a ses propres objectifs, sa propre méthodologie, dont Agnès va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et notamment, c'est une branche de la robotique dans laquelle les mots d'apprentissage, d'autonomie et les relations avec le vivant sont tout à fait importantes. Donc Agnès, présentez-nous le projet Psycarpax de robot rat artificiel.